Alors évidemment, je ne vais pas me risquer à faire l'éloge de Jean-Christophe Rufin parce que ça signifierait déjà que j'ai été élu à l'Académie française, ce qui est peut-être une perspective, mais en tout cas est prématuré en ce qui concerne l'exercice de ce soir. Mais c'est vrai que ce qui a justifié, expliqué cette sollicitation, le fait qu'on ait souhaité faire venir un écrivain mais pas tout à fait, parce que effectivement, quand on déroule la carte de visite de Jean-Christophe Rufin, on est sur un... Évidemment, c'est forcément, on est forcément, j'allais dire, impressionné, parce qu'il faut choisir entre la casquette d'écrivain, de médecin, qui est quand même le métier, son métier d'origine, en tant que praticien, en tant que justement chef de service à l'hôpital Saint-Louis à Paris, le fait d'avoir été un des fondateurs de Médecins sans frontières, le fait d'avoir présidé Action internationale contre la faim, le fait d'avoir publié des romans, ces romans qui lui ont valu notamment, évidemment, l'élection à l'Académie française, mais également le prix Goncourt. Et d'ailleurs, je retrouvais dans une des phrases d'un des romans, justement, c'est dans le parfum d'Adam, où, effectivement, à un moment, il évoque le fait dans des organisations qui s'affrontent, puisque ce sont en l'occurrence des mouvements écologistes, et il dit, mais mes chefs ne font pas du tout confiance aux ordinateurs. Ils pensent qu'à partir du moment où des informations sont dans un disque dur, il y a toujours des petits malins qui peuvent se débrouiller pour mettre leur nez dedans. Et effectivement, ça résume assez bien cette thématique, qui est que des petits malins vont être capables d'intervenir et qu'on va donc s'affranchir des notions de taille, on va s'affranchir des notions institutionnelles, et que dans cette logique d'affrontement, on va connaître ce que les militaires avaient décortiqué sous la logique de la guérilla, où des mouvements disparates, plus petits en taille, pas forcément organisés à la manière conventionnelle, vont être capables de mener cet affrontement avec des institutions organisées, anciennes, expérimentées, entraînées et souvent établies pour justement se protéger. Malgré cela, il va y avoir cette capacité à porter des coups qui peuvent être extrêmement importants d'un point de vue physique, et également avec cet univers, cette matière un peu diffuse qui est cette réputation, ce capital immatériel qui lui aussi peut être altéré par ces attaques informationnelles. Dans l'expérience également de Jean-Christophe Rufin, il y a ce parcours de diplomate, d'ambassadeur dans des pays, effectivement je pense au Sénégal ou à la Gambie, où la problématique justement de la maîtrise d'un territoire et la capacité à un gouvernement central de prendre en compte les mouvements de population, le fait qu'il y a effectivement une approche forcément parcellaire de la sécurité, parce que des mouvements ponctuellement vont essayer de franchir des frontières, vont essayer justement de créer des désordres, de structurer des revendications politiques, philosophiques, religieuses. Et donc on va s'apercevoir que ce monde très concret, très physique, va avoir des incidences, va avoir un écho sur la planète numérique. Alors, un certain nombre d'entreprises, d'institutions qui sont dans cette salle ont connu, connaissent ou redoutent de connaître cette mise en cause par des attaques informationnelles. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir Jean-Christophe Rufin pour cette session, parce que justement, je l'ai vu, on pourrait prendre en filigrane dans un certain nombre de ses ouvrages où la problématique justement de la protection de l'information et même effectivement de la capacité à jouer des luttes d'influence va faire que c'est un sujet qui concerne éminemment les participants aux assises de la sécurité. Il y a juste, à force de balayer le CV de Jean-Christophe Rufin, à un moment, je vois qu'il était membre des SAS. Alors moi, je me suis dit, il est physiquement taillé pour être membre du Special Air Service, c'est-à-dire les forces d'intervention britanniques. Mais correction faite, en fait, c'est la Société des auteurs savoyards.
Et ça vous va très bien parce que ça prouve qu'il y a encore des domaines où effectivement vous pouvez encore être en conquête. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mais écoutez, le programme est très bien fait puisqu'après Dave De Walt qui connaissait très bien le sujet mais ne parlait pas français, moi je parle français mais je ne connais pas du tout le sujet. Donc nous allons nous compléter. Alors, je ne suis pas, et je préfère le dire tout de suite, et vous allez vite vous en rendre compte, un spécialiste des technologies de l'information, ni même de la cyberguerre et tout ce dont vous avez parlé ici. Mais il est vrai qu'à travers différentes positions que j'ai pu occuper, soit en effet dans l'humanitaire, qui m'a très tôt mis en contact avec les mouvements armés dans le monde et les mouvements de guérilla, soit comme diplomate et plus récemment au Sénégal, qui est un point d'observation extrêmement intéressant concernant évidemment tout ce qui se déroule au Sahara, et on en reparlera largement. Eh bien, le petit exposé que je vais vous faire a pour but d'élargir peut-être votre réflexion, de poser des questions qui sont des questions non pas des moyens, puisque ça vous les connaissez et vous en débattez avec beaucoup plus de compétences que moi, mais du contexte, c'est-à-dire de qui est susceptible d'utiliser ces moyens à des fins malveillantes. Je parlerai surtout de groupes violents, de groupes j'allais dire, à ambition, à stratégie malveillante. Et pourquoi faire? Alors, je voudrais commencer en parlant, dans un premier temps, de ce qui se passe loin, de ce qui se passe dans des pays qui ne sont pas vraiment au cœur du système, pas la France, pas les États-Unis, mais plutôt des pays de conflit, des pays qui sont connus pour leur guerre, etc. Et je voudrais essayer de regarder avec vous quelles sont les évolutions de ces groupes armés, ces groupes qui pratiquent ce qu'on appelle finalement la guerre asymétrique, c'est-à-dire qui émettent des défis du faible au fort et peuvent être amenés à utiliser des moyens tels que ceux que vous connaissez, en particulier dans le domaine informatique. Alors, je voudrais commencer en disant que l'existence de ces petits groupes à finalité violente n'est pas du tout nouvelle. Toute l'histoire de la guerre froide depuis les années 50 a été une histoire de petits contre les grands. Ça n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui, comme la mouvance Al-Qaïda par exemple, sont des sous-produits de cette époque puisqu'ils ont été d'une certaine manière créés pour faire la guerre contre les soviétiques à l'époque de l'invasion de l'Afghanistan. Donc on n'est pas dans quelque chose qui serait apparu tout à coup hier et qui nous plongerait dans un monde radicalement nouveau. Il y a une continuité, parfois même une continuité de personnes entre ceux qui constituent ces groupes violents aujourd'hui et ceux qui les constituaient dans un passé relativement récent. Vous savez par exemple que pendant toute la période des années 60, les soviétiques ont beaucoup utilisé des groupes terroristes, des groupes de guérilla pour déstabiliser des pays alliés à l'Ouest. À partir des années 80, ça a été plutôt le contraire. Il y a eu un certain nombre de révolutions ou de changements de pouvoir dans les pays du Sud, commencé par la décolonisation portugaise, Angola, Mozambique, l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques, l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir, etc. Tout ça a changé la donne et des guérillas de frontières se sont constituées qui étaient plutôt financées par les Occidentaux contre des régimes communistes. En tout cas, tous ces graines ont été semées à cette époque et ils ont proliféré pendant plusieurs dizaines d'années sous la forme qu'on appelait à l'époque des guerres de basse intensité. Pourquoi? Parce que dans le contexte de la guerre froide, il y avait une sorte d'interdit planétaire. Les deux grandes puissances ne pouvaient pas s'affronter. Et donc ces groupes intermédiaires, ces groupes de petite taille, étaient utilisés pour titiller le voisin, pour essayer de le harceler un petit peu, mais sans que personne ne puisse prendre le risque d'une conflagration générale. Alors c'est ça qui a changé dans la période qui s'est ouverte avec la chute de l'Union soviétique. C'est ça qui a changé profondément, c'est-à-dire la perte de contrôle qui était exercée sur ces groupes violents. Ces groupes violents étaient, dans toute cette période de guerre froide, bien connus de ceux qui les avaient, sinon créés, comme par exemple la Renamo au Mozambique, qui avait été créé par les services secrets sud-africains. Ils étaient contrôlés. On savait
comment débrancher éventuellement leur agressivité, ou au contraire, comment les pousser. Ce qui a fondamentalement changé dans ces 20 dernières années, c'est l'absence de contrôle qui s'exerce sur ces groupes. C'est le fait qu'ils se sont, en quelque sorte, autonomisés. Cette autonomisation des groupes et leur multiplication, leur fragmentation aussi d'ailleurs, est quelque chose qui est bien connu des humanitaires, puisque les contextes d'action qui étaient les nôtres du temps de la guerre froide étaient des contextes qui étaient, bon, certes dangereux, mais maîtrisables. Parce que quand vous alliez dans telle zone, je me souviens très bien, par exemple, en Érythrée, quand quelqu'un était pris en otage, on ne se faisait pas trop de soucis. On savait à qui parler, comment négocier, et on savait qui pourrait faire pression pour que les choses s'arrangent. Et en définitive, il y avait une sorte d'équilibre dans tout ce désordre. En revanche, depuis ces quelques dernières années, vous savez que les conflits ont éclaté, les groupes armés sont incontrôlables, et quand vous avez des prises d'otages, quand vous avez des agressions, quand vous avez des affrontements, ils sont très très difficiles à maîtriser parce que vous n'avez tout simplement pas la clé. C'est la même chose, par exemple, pour les tentatives de cessez-le-feu qui ont été proposées dans des contextes, souvenez-vous des Balkans, tous ces cessez-le-feu qui étaient proposés puis qui restaient lettre morte parce que personne n'avait vraiment la signature pour que les choses s'arrêtent. Eh bien, cette autonomisation progressive de ces groupes armés, de ces groupes violents, est un des éléments qui, je crois, est caractéristique de la période que nous vivons. La deuxième caractéristique de ces groupes qui vous intéresse directement, c'est ce qu'on pourrait appeler d'un mot barbare, c'est leur je ne vais pas y arriver. Ils ne sont plus territorialisés. Dans la période, toujours, je reviens toujours à la guerre froide, mais même les guerres coloniales, si vous voulez, la violence s'exerçait dans un territoire et pour la conquête de ce territoire. Lorsque vous aviez un mouvement de libération, par exemple, il se cachait dans telle ou telle zone et il se battait pour la libération de son territoire. Lorsque Fidel Castro arrive à Cuba en descendant de son bateau, la Granma, il s'installe d'abord dans une partie de l'île, puis il conquiert l'ensemble de l'île. Il y a une insertion territoriale de ces groupes qui fait que leur combat est local, leur combat est territorial. De la même façon, pendant la présence soviétique en Afghanistan, tous les groupes les Moudjahidines qui se trouvent autour sont des groupes afghans qui sont à la périphérie ou sur le territoire afghan et qui ont pour but la libération du territoire afghan. On est dans des guerres qui se passent localement. Le modèle de l'époque, c'était le modèle de décolonisation, c'était le modèle du mouvement indépendantiste, ou bien les modèles plus issus du marxisme, comme ce qu'on appelait la guerre populaire prolongée, le modèle maoïste ou les modèles de Foucault-castrisme. Et tout ça, ça veut dire, c'était la longue marche de Mao, c'était les Foucaults de Che Guevara, c'est-à-dire des gens qui se battaient localement pour la conquête d'un territoire et le contrôle d'une population. Ces dernières années, on assiste à quelque chose de tout à fait nouveau. Les mouvements qui étaient de cette nature, soit à la fin de la guerre froide ont disparu, soit ils sont arrivés au pouvoir. Par exemple, les Érythréens qui se battaient depuis des dizaines d'années dans les jungles sont au pouvoir aujourd'hui. Et il y a bien d'autres exemples du même type. Alors ceux qui sont restés et ceux qui sont restés actifs ont eu tendance à quitter cette logique territoriale et à devenir autre chose. Et de ce point de vue, il y a évidemment un événement fondateur essentiel sur lequel je vais m'étendre un instant, c'est la création d'Al-Qaïda par Ben Laden. La création d'Al-Qaïda, c'est le passage d'une lutte locale, une lutte afghane pour la libération du territoire afghan, à une lutte qui continue de se dérouler en Afghanistan, mais avec un but mondial, un but à distance. Ben Laden crée une structure qui se localise, qui se cache, qui s'équipe, qui se réfugie dans un territoire, mais qui prend pour ambition d'attaquer l'ennemi lointain, c'est-à-dire les grands ennemis traditionnels de l'islam, les États-Unis, la France, etc. Et tout ceci aboutit, comme vous le savez bien entendu, au 11 septembre, c'est-à-dire un mouvement local qui parvient à frapper très loin dans un territoire presque inimaginable. Lorsqu'on est dans les montagnes afghanes, de penser à Manhattan et aux tours jumelles, c'est presque un autre monde, et pourtant, les deux fonctionnent ensemble, et le but de la présence de ce groupe dans ces montagnes afghanes, c'est de pouvoir frapper loin. Alors ce modèle va se généraliser.
Et en ce moment, on assiste à la multiplication de groupes de ce type. Évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple saharien. Des groupes de ce type, qui sont donc déterritorialisés, sont des groupes qui fonctionnent selon, si vous voulez, qui ont deux conditions. Il faut qu'ils aient un territoire suffisamment désorganisé, suffisamment incontrôlable pour s'y cacher, pour s'y réfugier, et il faut qu'ils aient les moyens d'agir à distance. C'est les deux conditions du fonctionnement de ce type de groupe. Alors, il y en a bien des exemples, mais j'en prendrai un seul au Sahara. Al-Qaïda au Maghreb islamique est un exemple de ce type. Au départ, c'est un groupe algérien. C'est un groupe qui a pour ambition la propagation de la révolution islamique en Algérie. C'est un groupe qui est issu de cette espèce de guerre civile qui va se dérouler en Algérie à partir de 1992 et qui a pour objectif, donc, localement, de défaire l'armée algérienne. Et là, deux groupes se forment. Celui qui est toujours dans les montagnes du Nord et qui va continuer d'avoir à la fois une existence algérienne et une ambition algérienne, une stratégie algérienne. Et puis vous avez des groupes qui vont être repoussés vers le sud, qui vont être repoussés dans le Sahara, qu'on va appeler des Katibas. Ces groupes qui sont repoussés dans le Sahara, ils devraient mourir. Eh bien non. Il va leur arriver exactement le contraire. Ils vont se retrouver exactement dans la situation de Ben Laden chez les talibans, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une zone suffisamment chaotique, suffisamment désorganisée, suffisamment fragmentée aussi entre les différents États pour pouvoir s'y développer et pour pouvoir mener à partir de là des actions à distance. Et alors c'est là que votre compétence est très largement mise à profit, parce que ces groupes armés, pour pouvoir fonctionner dans la situation d'extrême éloignement et d'extrême isolement dans laquelle ils se trouvent, ne peuvent fonctionner que par le biais des technologies de l'information. Et alors, ils ont une grande maîtrise de ces technologies de l'information avec des outils qui sont des outils assez sophistiqués, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, en particulier avec les prises d'otages, avec les différents trafics qui se produisent là-bas. Ils ont de quoi acheter du matériel, ils ont des Thuraya, ils sont reliés par Internet, et en plein milieu du désert, ils sont capables de se brancher sur Internet et de faire passer des messages politiques qui viennent influencer nos opinions publiques. Et c'est en ça qu'ils sont, j'allais dire, qu'ils commencent, évidemment, à avoir une stratégie offensive. L'idéal pour eux serait de pouvoir mener des actions sur notre territoire. Ils n'en sont pas encore capables, mais ils sont capables d'influencer l'opinion publique. On le voit en ce moment. Il y a un frémissement autour d'un engagement français dans le conflit malien. Immédiatement, les signaux apparaissent avec les vidéos venant des otages, etc., qui sont mises sur Internet depuis le désert. Depuis le désert. Mais en même temps, et c'est ça qui est assez amusant, comme ils savent que l'ensemble des services dans la région les écoutent et que ces technologies que nous voyons toujours comme offensives, mais elles sont elles-mêmes vulnérables. Si ces groupes se font surveiller, c'est par là qu'on peut arriver à les intercepter, à savoir où ils se déplacent, ce qu'ils prévoient, etc. Donc ils savent que ces liaisons sont des liaisons elles-mêmes fragiles. Et par conséquent, lorsqu'ils ont besoin de faire passer un message sensible, ils utilisent une très vieille méthode qui est le type sur un chameau qui fait 300 km et qui va glisser à l'oreille le message qui va bien parce qu'ils savent que là, ils ne sont pas piratés. Ce qui montre une chose d'ailleurs, c'est que les groupes qui peuvent être offensifs sur nos systèmes, nos dispositifs, sont eux-mêmes vulnérables par le biais des instruments qu'ils déploient pour nous influencer. Et ça, c'est quelque chose de bien connu de tous les services. C'est quelque chose qui est mis à profit par les stations d'écoute, par les stations d'interception, bien entendu. Mais ils connaissent aussi les techniques pour s'en protéger. Donc, on a des nouveaux mouvements dans ces pays qui sont des mouvements déterritorialisés, qui sont des mouvements qui, en fait, cherchent des lieux pour se cacher. Et malheureusement, ça ne manque pas, parce que les États aujourd'hui qui sont en situation de chaos, qui sont en situation de crise de gouvernance profonde, ou des morceaux d'État qui sont hors de contrôle de leur gouvernement, eh bien, il y en a quand même beaucoup. Et dans ces endroits, peuvent se fixer, peuvent se déployer ces groupes qui, encore une fois, n'ont plus aujourd'hui une finalité locale, ou plus beaucoup, assez rarement, mais qui, de plus en plus, ont une finalité donc d'action à distance. C'est d'ailleurs pour ça que le modèle aujourd'hui, après avoir eu un modèle marxiste qui a dominé pendant longtemps, la phraséologie marxiste, que ce soit donc les Focos castristes, les mouvements léninistes, etc., aujourd'hui, toute cette phraséologie est remplacée par une phraséologie islamiste
qui ne signifie pas qu'il existerait une internationale dans ce domaine, mais qui signifie simplement que ces gens partagent à la fois les mêmes ambitions, les mêmes stratégies et, à certains égards, les mêmes moyens. Alors, ça, c'est une première chose pour essayer de fixer quelques idées sur ces nouveaux mouvements. Maintenant, revenons à ce qui se passe ici. Revenons à ce qui se passe dans nos pays, parce que ce qui est intéressant, c'est justement le contrepoint entre les deux. Ce qui se passe loin, ce qui se passe ici, ce qui se passe dehors, ce qui se passe dedans. Moi, je suis issu de ce mouvement humanitaire, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un mouvement qui a toujours été considéré comme gentil. Vous avez raison d'ailleurs. Mais c'était un mouvement qui, potentiellement, au fond, aujourd'hui, accouche de ce qu'on voit de plus extrême, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Anonymous, Wikileaks, etc., n'est pas sans rapport avec nos démarches à nous. Qu'est-ce que c'était que le mouvement sans frontières ? C'était un mouvement de révolte du citoyen contre l'État. C'était un mouvement de révolte de l'homme de la rue contre la raison d'État. C'était la mise en œuvre de la justice contre le droit. C'est comme ça qu'on a été créé. Ces mouvements se sont créés après mai 68, dans une période de faillite des idéologies, des grandes idéologies, de fin des Trente Glorieuses, de fin de la mythologie du progrès, avec une sorte d'utilisation des droits de l'homme, l'âge des droits de l'homme, qui est apparu à ce moment-là, et qui était au fond l'âge de la revanche de l'individu sur le collectif. Alors au début, ça a été gentil, ça a été le mouvement sans frontières. C'était ça. Bon. Au Biafra, vous vous souvenez, 1968-70, tout le monde n'était pas là, mais enfin, moi je suis parti des dinosaures, j'ai vu ça. Bon, au Biafra, vous aviez tous les instruments de secours sur l'île là, de Fernando Po, qu'on appelait, qui maintenant s'appelle Malabo. Et puis en face, de l'autre côté de la mer, d'un bras de mer, par beau temps on le voyait, on voyait la côte, vous aviez les victimes. Et qu'est-ce qui nous empêchait de passer ? C'était le droit. On n'avait pas le droit. Et donc on a décidé de transgresser. C'était le début. Et tout le monde applaudissait parce que ces mouvements sans frontières se sont déployés précisément, j'en faisais mention tout à l'heure, à cette époque de la guerre froide où beaucoup de guérillas pro-occidentales, en fait, sont venus se battre contre des régimes soviétiques. Et nous étions en quelque sorte les supplétifs de cette géopolitique, c'est-à-dire que nous aidions les moudjahidines afghans, nous aidions les mouvements salvadoriens, nous aidions tous ces gens qui se battaient finalement contre des gens qui étaient les ennemis de l'Occident. Donc on était considérés comme gentils, il n'y avait pas de problème. Et au fond, la révolte du citoyen contre l'État ne posait pas de problème à ce moment-là, parce que les formes qu'elle prenait étaient des formes assez finalement consensuelles et qui, même en regardant bien, servaient les intérêts de l'Ouest à l'époque. Donc on n'avait pas de problème. Et puis petit à petit, les choses se sont un peu tendues. L'humanitaire a connu une certaine forme de, je dirais pas de faillite, mais en tout cas de crise. On voit bien que ce n'est pas en portant secours qu'on change les choses. On voit bien qu'on n'a jamais pu empêcher les guerres. On voit bien qu'on n'a pas réduit l'inégalité entre les riches et les pauvres, qu'on n'a pas empêché l'aggravation des problèmes de la planète. Donc un certain nombre de gens, toujours dans cette logique du citoyen contre l'État, se sont mis à créer des mouvements plus radicaux, des mouvements écologiques, d'intervention directe comme Greenpeace, des mouvements altermondialistes comme ATTAC, et même en matière de prévention des conflits, des mouvements comme International Crisis Group ou la communauté Sant'Egidio qui agissent vraiment sur la prévention des conflits et qui sont capables, dans certaines situations, d'aller transporter de façon clandestine des gens, des combattants, pour les faire se réunir avec les gens avec qui ils se battent, etc. Tout ça, ça reste des actions des citoyens. Ça reste des choses qui se font contre l'État, ou sans l'État en tout cas, par le citoyen. Et c'est ce deuxième âge que nous avons vu se déployer ensuite. Et puis, même ce deuxième âge a fini par faire un peu faillite. ATTAC, vous savez très bien que les grands sommets altermondialistes sont devenus un peu des foires d'empoigne. Il n'y a pas de journalistes, j'espère, mais bon. Mais en tout cas, que le mouvement s'est délité, que l'écologie a fini par creuser un peu ses propres contradictions, au point de voir qu'il y avait quand même plusieurs méthodes
Il y a la méthode des écologistes français, devenir ministre. Et puis, il y a la méthode des écologistes radicaux, sauver la planète. Alors, ces choses, évidemment, ont fini par devenir incompatibles. Et on voit apparaître depuis quelques années des groupes qui, tout en étant dans la même filiation du citoyen contre l'État, sont des groupes infiniment plus offensifs. Qu'il s'agit des écologistes radicaux, on en voit très peu ici, mais il y a une philosophie de l'écologie radicale qui est extrêmement intéressante. Luc Ferry avait déjà écrit un livre très intéressant là-dessus. Moi, j'ai repris ça dans le roman que Nicolas Arpagian a cité. Il y a une vraie philosophie de l'écologie profonde, qui est une philosophie très inquiétante, très radicale, qui fait le choix de considérer l'homme comme un ennemi de la planète et ennemi des écologistes tout court, avec des actions peut-être qui peuvent en découler un jour, qui sont des actions offensives. Vous savez que la défense des animaux, par exemple en Angleterre, a donné lieu à des actes extrêmement violents. Bon, les fronts de libération animale dans ces pays ne sont pas du tout à prendre à la légère. Ce sont des actes très offensifs. Donc l'écoterrorisme s'est constitué à ce moment-là. Et puis, il y a d'autres formes d'action qui sont dans la même filiation. Wikileaks, par exemple, Julian Assange, ou les Anonymous, finalement, se revendiquent. C'est très différent, bien entendu. Ça peut même paraître bizarre de faire le lien avec Médecins sans frontières. Et pourtant, je pense qu'au fond, il y a cette même volonté de redresser les torts, c'est-à-dire de faire que l'individu puisse redresser les torts de l'État, puisse corriger des injustices. Et c'est sans doute ce qui rend ces groupes difficiles à contrer, parce qu'au fond, même si ce qu'ils font est considéré comme répréhensible, il y a quand même toujours une certaine sympathie pour le Robin des Bois, pour le petit contre le grand, pour celui qui redresse des torts et qui finalement donne la parole aux individus contre les monstres froids que sont les États. Donc il y a cette filiation, elle n'est pas à prendre à la légère, parce que je crois qu'elle influence la manière dont on voit ces actions qui peuvent être considérées comme des menaces au regard de l'État, mais qui, dans le fort intérieur de chacun d'entre nous, suscite un peu la sympathie, parce que c'est quand même la forêt de Sherwood. Et puis, voilà. Alors, il y a dans tout ça, bien sûr, des choses qui ont pris des formes très concrètes maintenant, avec donc tout qui a été mentionné tout à l'heure, Wikileaks, les Anonymous. Je voudrais, pour terminer, essayer de montrer comment tout ça s'organise. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'extérieur, j'ai parlé de l'intérieur. Ces groupes, finalement, leur caractéristique, c'est que les uns et les autres sont des groupes, que ce soit ces groupes d'origine, finalement, d'ici, à l'intérieur même du système, ces groupes de citoyens qui veulent agir pour changer les choses, voire transformer par la violence les actions. Et ces groupes, évidemment, sont flottants. Ils sont flottants et il est très difficile de leur assigner une stratégie. C'est-à-dire que, finalement, ce sont des moyens. Ce sont des moyens, mais on en parlait tout à l'heure avec un des journalistes qui sont ici. Les Anonymous, par exemple, pour qui agissent-ils? C'est très difficile à dire. On voit très bien leur filiation idéologique, on voit très bien comment des individus peuvent se sentir investis par la nécessité de faire partie de ces groupes et d'agir. Mais à partir du moment où vous n'avez pas une tête qui exprime une doctrine, qui constitue une sorte de hiérarchie, il est très difficile de savoir vers quoi ces groupes vont tendre. Et toujours la même vieille plaisanterie qui consiste à dire que la criminalité organisée, c'est dangereux, mais que la criminalité désorganisée, ça l'est encore plus. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qui se passe en matière de groupes à finalité violente. Je voudrais faire une parenthèse. Je n'ai pas parlé, ça peut vous choquer, de l'utilisation de ces technologies dans les printemps arabes, par exemple, dans les grands mouvements de rébellion contre les dictatures. C'est parce que j'ai fait le choix, dans cet exposé, de parler des défis que nos sociétés ressentent à l'occasion de ces attaques. Les printemps arabes, c'est autre chose. Il s'agit de l'action face à des dictatures, face à des
des pays totalitaires ou autoritaires. Donc là, on est dans quelque chose qui est différent parce que la stratégie est évidente, elle est claire. Il s'agit de remplacer un pouvoir local, elle reste locale, et elle est à finalité brève, puisqu'il s'agit donc, encore une fois, de faire triompher une révolution. Donc il s'agit de quelque chose de différent. Hein. Les moyens sont les mêmes, on est d'accord, c'est aussi l'utilisation des réseaux sociaux, de nouvelles technologies, mais les moyens sont les mêmes. Moi, j'ai essayé de parler surtout des menaces qui pèsent sur nos sociétés, sur nos États, qui sont quand même, jusqu'à preuve du contraire, des États démocratiques, même si une grande partie du jeu de ces groupes consiste à leur faire prendre des postures totalitaires. Car, en effet, et c'est un peu vers ça que je terminerai, au fond, pour venir à bout de ces menaces, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de raidir le fonctionnement du système, d'établir une surveillance qui ne peut pas être uniquement une bulle. J'avais décrit ça dans un roman qui s'appelait Globalia, la bulle sous laquelle on voulait se protéger en repoussant loin. S'il n'y avait que des mouvements lointains, s'il n'y avait qu'Al-Qaïda, on pourrait faire une bulle. Mais toute la difficulté vient du fait qu'il y a à la fois les mouvements lointains et les mouvements intérieurs, et que sécurité extérieure, sécurité intérieure sont profondément reliés. Et que des stratégies, soit d'État, soit intergroupes, entre ces groupes armés extérieurs et intérieurs, peuvent se produire. Vous savez que c'est une chose qu'on voit très bien dans le domaine du terrorisme islamique. Vous avez, par exemple, dans la publication d'une information destinée à modifier l'opinion publique, il y a toute une chaîne. Vous avez le type qui est au milieu du Sahara, avec son Turaya ou son truc, qui balance la vidéo. Et puis après, ça passe sur des sites Internet spécialisés. Et puis, ça se retrouve sur El Arabia, voilà, sur des chaînes de télévision tout à fait légales. Donc, il y a là tout un continuum, si vous voulez, intérieur-extérieur, qui rend les choses très difficiles. Et vous avez un certain nombre de ces groupes dont l'objectif est précisément de pousser nos pays à serrer le contrôle de telle sorte que finalement ils puissent démontrer ce qu'ils ont voulu démontrer au départ, à savoir que nos régimes démocratiques sont en fait des régimes totalitaires. Et c'est le principal piège qui nous est tendu, c'est le principal défi qui nous est tendu. Heureusement, il est tendu à vous, pas à moi, parce que je n'ai pas la réponse. Merci beaucoup. Juste un mot. Comme quoi on peut parler même sans connaître et avoir cette expérience, cette analyse qui permet d'approfondir la réflexion et de porter un peu plus loin les idées. Merci pour cela. Et également pour dire que cette notion de territoire, cette notion d'engagement humain, elle se nourrit de nos technologies et que l'un ne se fera pas sans l'autre et que ces technologies ne sont certainement pas désincarnées et qu'il y a un utilisateur et qu'il y a bien donc une conscience de ces technologies. Merci pour cet exposé. Et puis donc, en plus, il y a eu un signal d'espoir parce que pour les commerciaux ici qui s'inquiétaient de débouchés, vous aviez mentionné que les groupes, visiblement au Mali ou dans le désert, avaient des moyens financiers. Il y avait donc là des marchés à conquérir. Un grand message.